Jean Jouzel nous a rejoint, vous êtes climatologue, membre du GIEC, vous êtes l'un des premiers à avoir alerté l'opinion publique sur le réchauffement climatique. Or, en dépit des rapports plus catastrophiques les uns que les autres, en dépit de la couverture médiatique extraordinaire qui a été donnée à vos prévisions les plus alarmistes, rien n'a changé. Bonsoir. Absolument rien n'a changé. Il faut croire que la menace ne paie pas. Alors rien n'a changé, mais moi j'aime quand même dire que disons, le monde scientifique est d'une certaine façon écouté par le monde politique. Parce que, contrairement à une idée reçue ici, si on regarde la Convention climat, eh bien, est inscrit dans la Convention climat que tout doit être fait pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Or, c'est ce qu'on dit, Frédéric. Le problème, il est donc pas tellement dans la transmission d'un message de la communauté scientifique vers le monde politique. C'est le monde politique qui est le problème. Pas seulement le monde politique, pardonnez-moi. Si tous les Français suppliaient qu'on lutte contre le réchauffement climatique, je pense que les politiques seraient d'accord pour faire le minimum. Vous savez bien que c'est parce que, a priori, on a l'impression que, c'est l'impression que ça peut donner, hein, Jean Jouzel, vous allez me corriger, on a l'impression que tout le monde s'en fout de ce que vous dites. Oui, non, mais... Moi, non, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors que tout le monde s'en fout, non, parce que je veux dire que malheureusement, c'est pas que tout le monde s'en fout, peut-être pas. C'est aussi que nous sommes chacun, disons, au cœur du problème, parce que c'est notre problème. À chacun d'entre nous, c'est pas que le problème des politiques. Quand on va parler d'aller vers une société sobre en carbone, c'est votre problème, c'est notre problème à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est parce qu'on est directement concerné qu'on n'a pas envie de faire cet effort de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On est directement concerné dans notre vie de tous les jours. Le développement, disons, vous savez bien, ça a été dit ici que l'horizon de la politique, c'est 5 ans. De quel problème on parle ce soir? D'un problème à long terme. L'alarme qu'on essaye de porter, c'est si on continue comme on fait aujourd'hui, eh bien nos petits-enfants auront du mal à vivre des difficultés à s'adapter au réchauffement climatique. Et ce message, il ne passe... Non, mais c'est la difficulté du message, parce que, M. Carasta, vous l'avez bien dit, la vision à court terme du politique, ces décisions politiques, elles sont difficiles à prendre, elles sont à long terme, elles ne sont pas forcément porteuses tout de suite, disons, de nouveaux électeurs, et pourtant il faut le faire. Et effectivement, depuis, je ne suis pas le seul, hein, loin de là, nous essayons de porter ce message, à la fois au niveau, je dirais, scientifique, mais aussi un peu plus au niveau du monde politique. Je me suis impliqué dans le Grenelle de l'environnement, dans le débat national sur la transition énergétique, on en parlait tout à l'heure. Je me suis impliqué même dans la vie d'Alstom, vous voyez. Donc tout cela, ça se fait. Donc j'essaye de témoigner au-delà du monde scientifique, mais c'est avant tout un message de scientifique que je souhaite donner. Il est temps de faire quelque chose et je souhaite le redire et effectivement taper de nouveau le poing sur la table. Un grand nombre de scientifiques donnent le même message que vous. À peu près tous les citoyens, et je parle là pas des politiques, mais des citoyens, n'ont pas vraiment, véritablement changé de comportement. C'est pour ça qu'on se dit, si le GIEC qui a bénéficié de la plus grande couverture médiatique des 20 dernières années n'y parvient pas, qui y parviendra? Qui y parviendra? Il y a des choses qui ont été faites en France. Le Grenelle de l'environnement a été fait. J'espère que la loi sur la transition énergétique va se mettre en place. Il y a une loi en France, par exemple, qui s'inscrit dans la continuité du message des scientifiques. Puisque 80% de l'augmentation de l'effet de serre, c'est quand même l'énergie, c'est notre utilisation des combustibles fossiles. Il y a une loi sur l'énergie dans laquelle la France soutient l'objectif d'une division par 4, voire par 5 de ses émissions à horizon 2050. C'est exactement ce que dit le monde scientifique. Enfin, disons, c'est le message qu'on donne. La difficulté, c'est comment on met ça en route, comment on met ça. On a des idées, c'est l'efficacité énergétique, c'est développer les renouvelables. Il y a beaucoup de choses à faire et techniquement c'est possible et c'est même pas cher. Un des messages les plus importants du GIEC, pour moi, du dernier rapport, c'est que pour y arriver, eh bien, ça ne retarderait le développement en termes de PIB que d'1 an tous les 30 ans. C'est rien du tout et ceci sans tenir compte des bénéfices sur la santé, tous les bénéfices que pourrait apporter une lutte contre le réchauffement climatique, y compris en termes d'emploi. Gaspard Proust. Mais est-ce que le souci, c'est pas surtout que vous devriez être dans une émission diffusée en Chine et aux États-Unis plutôt qu'en Europe? Oui, Gaspard, c'est vrai. 40% des émissions, 40% des émissions actuellement, ce sont les États-Unis et la Chine. Et c'est ça qui va être le défi de la France, qui organise la conférence l'an prochain. C'est comment on entraîne les États-Unis et la Chine dans une politique vertueuse. Alors les Chinois ne sont pas complètement, en dehors du coup. Hein. Ce sont les premiers en termes d'énergie renouvelable, les premiers en éolien, les premiers en solaire, probablement rapidement les premiers en nucléaire. Il faut bien voir que les Chinois font quelque chose. D'ailleurs, ils sentent bien qu'ils sont au cœur du problème aussi en termes d'impact du réchauffement climatique, sans parler de la pollution d'ailleurs liée au charbon. Donc
voilà, il y a aussi des choses qui se passent. Je veux aussi enlever cette idée que rien ne se passe. L'Europe a une politique un peu volontariste, il faut aller au bout. Je crois que notre message a quand même eu un sens, c'est ce que j'essaye de dire. Donc voilà, mais je sais aussi qu'on est loin du compte et je souhaite le redire. Qui connaît ça? Je crois qu'on est exactement sur le genre de problème que le politique ne sait pas gérer, soit au niveau international, soit au niveau national. Au niveau national, ça voudrait dire qu'on impose aux citoyens des contraintes qui sont des contraintes fortes. Pour que ce soit des contraintes durables, il faut de l'argent, ce qu'on n'a pas. Moi, je me souviens très bien qu'en 1973, quand il y a eu la crise du pétrole, on avait des dégrèvements fiscaux pour faire du double vitrage. Puis ensuite, l'année suivante, ça a disparu. Puis l'année après, ça a changé, etc., etc. Donc, les politiques énergétiques sont par nature des politiques de long terme. Et donc, le cas, c'est l'exemple même de la politique, ou en tout cas de la politique au sens noble du terme, que les politiques ne veulent pas gérer pour des raisons électorales. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pollution par tête d'habitant aux États-Unis est sans commune mesure avec ce qui se passe en Chine, parce que quand même, comme disaient des proches, les Chinois, pour nous, il y a 6 milliards d'étrangers, mais pour les Chinois, il n'y en a que 5. Et c'est vrai que c'est quand même une caractéristique démographique dont il faut tenir compte. Et George Bush, un jour, par l'intermédiaire de ses conseillers, a dit « Le modèle de vie américain ne se discute pas ». C'est-à-dire qu'il est hors de question de changer de modèle énergétique aux États-Unis. Heureusement, Barack Obama est un peu plus ouvert. Oui, mais enfin, il reste qu'il y a quand même un parti politique de républicains à droite qui sont très climato-sceptiques. Mais juste, Jean Jouzel, depuis à peu près 10 ans que le GIEC, et pas seulement le GIEC, toutes les associations écologistes, alertent sur le réchauffement climatique. Est-ce que les Français, est-ce que les individus, les Américains, est-ce que tout le monde a changé de comportement? Parce que, encore une fois, c'est bien beau de dire les politiques, mais est-ce que nous avons changé de comportement depuis 15 ans? Pas suffisamment, moi-même y compris. Enfin, on fait des choses. J'essaye de me déplacer pas mal en transport en commun. On a une maison qui est bien isolée. Tout cela, on le fait, mais c'est probablement pas suffisant. Disons, si je calcule mon empreinte carbone, je voyage aussi beaucoup en avion, y compris pour le GIEC, je dirais d'une certaine façon. Mais on voit quand même des changements de comportement. Enfin, je crois un début de prise de conscience, mais c'est tellement difficile, c'est tellement le défi est quand même c'est divisé. Enfin, par exemple, c'est divisé par 3, par 2, voire par 3 nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. C'est un véritable défi qu'il faut gagner et qui est tout à fait techniquement possible. On parlait d'Alstom, c'est justement une des clés. Les énergies renouvelables, l'énergie d'Alstom, c'est une des clés à ce nouveau mode de développement. Camille Bedin? Oui, juste une chose, je crois que malheureusement ou pas, mais la politique un peu catastrophiste de dire si vous ne changez pas de comportement, on court à la catastrophe. Pour revenir à votre question, je ne suis pas sûre que ce soit la solution pour faire changer le comportement des Français. Malheureusement ou pas, là encore, tant qu'on ne touche pas aux questions économiques, d'un point de vue macro, au niveau des entreprises, avec éventuellement une taxation, avec la prise en compte de la pollution ou de la dépollution sur les prix de marché, et au niveau microéconomique, en faisant payer moins cher parce que c'est écologique, à partir de là, on fera avancer les choses. Or, aujourd'hui, malgré ce que vous dites, je veux bien croire qu'à long terme, les énergies renouvelables soient moins chères. À court terme, ça reste par exemple le nucléaire qui est l'énergie la moins chère. Et tant que c'est comme ça, ça restera de la même manière et les comportements, malheureusement, ne changeront pas parce qu'il faut, là, s'attaquer aux questions économiques parce que c'est le cœur de ce qui fait bouger les Français. Mais bien sûr, mais ne croyez pas que nous soyons à côté de la plaque. Je veux dire, moi-même, je pense d'abord, avant tout, que c'est un problème économique. Et donc, la seule façon de le résoudre, c'est justement de regarder l'économie. Et une des façons que mettent en avant les économistes, je ne suis pas moi-même économiste, c'est justement de donner un prix au carbone parce que ça a un sens. Donc voilà, si on ne fait rien, il y a des moyens. Économiquement, c'est pas très cher, c'est tout à fait supportable pour notre développement, croyez-le. Et c'est une société tout aussi enthousiasmante d'aller vers du renouvelable que de vivre comme nous sommes accros, disons, au pétrole, au charbon et au gaz naturel. Tout ça, c'est possible. Donc, c'est avant tout un problème économique, mais bon, je crois c'est aussi donc un problème politique en ce sens-là. Marie-Noëlle Lienemann. Oui, je pense que je voudrais rebondir sur l'idée que les politiques voyant que du court terme n'ont rien à foutre du changement climatique et s'occuperaient, non mais pas vous, mais de leur réélection. Et de leur réélection. Je ne crois absolument pas que c'est le cas. Ce qui est vrai, c'est que nous avons besoin d'une stratégie long terme, mais en même temps d'aller vite, parce que ça ne peut pas être dans Pétaouchnok les oies. Donc, une stratégie long terme, et c'est l'illusion de croire que l'économie de marché, sans une forte intervention de régulation et publique, va pouvoir gérer du long terme. Parce que ça, même les libéraux le disent, en tout cas une large partie des libéraux, s'il n'y a pas le long terme n'est pas géré par le marché. Et donc, nous n'avons, au niveau planétaire, nous n'avons pas d'institutions publiques qui permettent de dégager des moyens d'intervention
sur des actions de long terme, notamment en investissement, un investissement de recherche, un investissement technologique, voire un investissement dans certains secteurs. Je pense à la modernisation pour le bois, etc., pour se chauffer et tout. La deuxième chose, c'est que en Europe, on a été en avance. On a eu les fameux plans climat-énergie, les 20% de réduction de la consommation primaire, les 20% d'énergie renouvelable. Et je ne crois pas que vous n'ayez pas marqué des points. Je pense quand même que la conscience collective, en tout cas en Europe, elle s'est considérablement accrue. C'est un sentiment d'impuissance qui nous saisit. Et donc il faut dénouer comment on peut agir pour dénouer ce sentiment d'impuissance. Et c'est là où je reviens au débat politique dans ce qu'il doit y avoir de plus noble. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut faire la puissance publique ou doit-elle intervenir ou non? Comme l'Europe est pour la libre concurrence, qu'elle n'est pas pour des grands projets d'investissement collectif, qu'elle n'est pas pour les aides publiques dans certains secteurs, vous vous retrouvez devant le principe de la concurrence. Alors, comment on a essayé de le régler? Ça a été le fameux prix carbone. Alors, on n'est pas allé jusqu'au prix carbone, on a été sur les marchés d'émissions. Vous savez, les droits d'émission pour chaque entreprise, et puis on s'échange. Et on s'est rendu compte que l'économie de marché, dans ce genre de truc, ça ne peut pas marcher. C'est que le prix du carbone s'effondre, etc. Donc les outils qu'on avait mis en place et ceux qu'il faudrait mettre aujourd'hui sont contraires à nos traités. Si on veut, par exemple, décider qu'il y a des aides publiques pour faire de la mutation industrielle vers l'éco-conception. Bon. Il est certain qu'il n'est pas certain que cet investissement soit à très court terme suffisamment rentable. Et on a l'exemple de l'aluminium. Hein. On a augmenté le prix de l'énergie. L'aluminium a quitté l'Europe pour aller au Canada. Et les Canada ont vu augmenter leur effet de serre. L'Europe est contente parce qu'elle a baissé la planète zéro bénéfice. Oui, zéro bénéfice puisque c'est un problème. Voilà. Donc nous avons besoin, et vous voyez bien que comme il ne faut pas être protectionniste, donc on ne peut pas poser cette question de l'intérêt général de la planète et de notre capacité à avoir un mode de développement qu'on espère est un petit peu porteur d'une autre vision, si quelque part on ne brise pas une partie des tabous. Alors pas forcément sur tout, mais sur certains secteurs, et notamment sur cette question du changement climatique, il faudrait de la dérogation. Même moi je suis contre les règles de libre concurrence. Pardon, mais il y a d'autres moyens. On se dit que depuis le temps qu'on nous dit que les degrés vont monter, que le désert va s'agrandir, que les mouvements de population vont être généraux, que les ouragans vont arriver, que ici même dans ce studio on sera sous la flotte en 2060, hein, vous vous souvenez, Jean Jouzel, enfin bref, et encore une fois, la dernière fois, ils ont dit tout le monde ça a touché. On pourrait se dire qu'à force de nous entendre dire ça, on allait prendre un peu moins la voiture, un peu moins l'avion, laisser moins longtemps allumer notre télévision et notre ordinateur. Que si et en fait, avez une alternative. Pour le coup, l'alternative, c'est par exemple d'éteindre la télé au lieu de la laisser allumer. Je parle pas en ce moment, juste quand on dort. Non, mais alors tout le monde croit toujours que c'est un petit geste, mais c'est pas des petits gestes négligeables. Non, les petits gestes. Non, ça sert à rien les petits gestes. Par contre, ce qui serait plus utile, c'est d'avoir une norme sur les appareils qui oblige à avoir un système de veille qui se ferme rapidement. On y travaille d'ailleurs. Il suffirait qu'on appuie sur le bouton, c'est quand même pas terrible, Gaspard Proust. Oui, mais le problème, c'est que c'est encore le capital et les riches qui vont en profiter, parce qu'avec la montée des eaux, c'est le 16e qui aura vue sur mer. Donc c'est à nouveau, on revient toujours au même endroit. Hein, réchauffement climatique. Non, mais est-ce que vous avez à répondre en face? Bruno Gassio. Encore une fois, il y a un problème de cadre. Le cadre politique peut décider des choses. L'Europe, puisqu'on parle de ça, oui, mais on en a parle décidé. Pas. Non, mais je parle pas d'Europe, mais l'Europe. Non, je suis pas hors sujet du tout, Gaspard. L'Europe a mis 1 000 milliards sur la table pour sauver des banques. Elle l'a fait, la BCE a mis 1 000 milliards, on pouvait taper dedans. Si l'ensemble des pays européens qui écouteraient le GIEC disaient, bon, ça me semble important, ils mettraient 1 000 milliards et chacun pourrait taper dedans à hauteur d'1% de son PIB, chaque pays, et pourrait, la France par exemple, ça ferait 20 milliards par an, qui créerait des emplois. Donc le court terme serait assuré pour un politique, il créerait des emplois dans le renouvellement des bâtiments, dans les beaux doubles vitrages de tout à l'heure, dans l'isolation. Et on pourrait le faire tous les ans. Et aucun politique ne reviendra dessus parce que, 1, ça crée des emplois, et 2, ça fait voter, et ça ne deviendrait même plus un sujet. Donc, droite et gauche confondues continueraient ça. Et ça, c'est dans le cadre d'une volonté politique qu'on peut le faire. C'est pas un gouvernement qui va le dénoncer. Ce sont des politiques. Et Nicolas Lecossin. Pour faire une politique de long terme, durable, c'est-à-dire des mesures qui portent effet, il faut des finances publiques saines.
C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas, si vous êtes obligé l'année suivante de changer l'assiette fiscale, de modifier les règles d'imputation, etc., etc. Donc tant que vous ne rétablissez pas... tranquille, rien ne bougera et le GIEC peut continuer. Nicolas Lecossa. Alors rien ne bougera. C'est quoi les finances publiques saines? Moi, je suis un Si peu... vous ne savez pas ce que c'est grave. Si, mais bon, c'est pas 3% obligatoire. Je sais pas, peut-être que ça fait partie de mes défauts. Je regarde aussi ce qui se fait, ce que font d'autres organisations. Il y a plein de rapports qui sortent et qui contestent ce que dit le GIEC. Des rapports des savants, des prix Nobel, qui disent, qui contestent les modélisations d'ailleurs. Il y a d'ailleurs au sein de l'organisation du GIEC, il y a eu un scandale il y a 4 ans. Et on a découvert qu'il y avait des données qui étaient un peu fausses, qu'on avait dit des choses qui n'étaient pas vraiment vraies. Et concernant le glacier de l'Himalaya, concernant la fonte des glaces. Donc il y a des choses. Je ne suis pas spécialiste, attention. Je n'ai pas dit que j'étais spécialiste. Mais vous non plus. Mais vous non plus. Non, pour distribuer l'argent, ça c'est facile. Mais je n'en ai pas, je ne distribue pas. Mais je connais mieux que vous. Il y a des dizaines. Je ne pense pas que vous ayez lu autant que moi les rapports qui contestent les problèmes sur le changement climatique. Y compris des rapports du GIEC. Oui, mais justement, le GIEC a refait, il va vous dire. On va demander au chef, mais d'abord Gaspard Proust, parce qu'il est plus rapide que Jean Jouzel. Non, j'ai juste une question sur le débat. Claude Allègre, il est de quel côté en fait? Il soutient le GIEC ou il est contre? Parce que moi, je sais un peu mon mentor. Je ne fais pas parler les absents. Jean Jouzel, sur la contestation, et après on va passer à un autre sujet. Qui est une erreur ponctuelle dans le rapport du GIEC, c'est tout à fait vrai. Elle n'a aucune importance puisqu'elle est... Le rapport numéro 5, c'est 3 ou 4 degrés. Non. C'est une erreur, d'ailleurs, elle n'avait aucune importance, de toute façon, on l'a reconnu, c'est sans importance, mais que les rapports du GIEC les rapports du GIEC ne sont pas contestés par la communauté scientifique, ça c'est complètement faux. En tout cas, les rapports du GIEC, il n'y a pas de climatologue sérieux qui en conteste les fondements. Que ça faut voir la discussion, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des climato-sceptiques, c'est aussi tout à fait normal. Mais ce qu'il faut peser, c'est argument contre... Ce qu'il faut peser, c'est argument contre argument. Et vraiment, on ne voit pas beaucoup actuellement de gens s'élever contre les conclusions principales du rapport du GIEC. C'est quand même très clair que les gaz à effet de serre augmentent, que la température augmente. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric, nous sommes en train de voir, nous avons sous nos yeux maintenant, et c'est une des conclusions principales du 5e rapport, tout se passe sous nos yeux, les glaciers, les glaces qui fondent, tous les pays commencent à voir les conséquences de ce réchauffement climatique. Donc le réchauffement est bien là, et si on continue à utiliser les combustibles fossiles, nous aurons vraiment vers des réchauffements de 4-5 degrés à la fin du siècle. Tout cela, c'est quand même des choses qui sont acceptées, et je ne dirais pas qu'elles sont sans discussion, mais elles s'appuient sur des fondements scientifiques très sérieux. Bon. De temps en temps, il y en a d'autres qui font les gros yeux et qui tapent du poing sur la table. Continuons. Alors, comment est-ce qu'on fait? On a vu quand on est l'État, quand on est les députés, quand on est l'opposition, quand on est le GIEC. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un petit collectif et qu'on en a marre du harcèlement de rue? Eh bien, on fait ça.